Salut tout le monde et bienvenue au podcast IMFC Radio propulsé par leschums.com, édition du 11 mai 2026. Gavino De Falco avec qui? L'informateur numéro 1. T'aimes ça hein, quand je t'appelle comme ça? Je sais pas. Truman! Yes, sir. Comment ça va, Gav? Ça va super bien. On a passé toute une fin de semaine. Wow. Et toute une semaine de soccer au Québec. Tout le monde a gagné. Que ce soit les Roses, le CF Montréal, Saint-Laurent, le FC Supra, le Canadien, bref, tout le monde a Le club à gagné. mon gars, FC Laval U17 a gagné aussi. Moi, c'est une semaine parfaite. Sans blague, Bon. là. Puis, tu sais, en même temps, il y a le Canadien, là, on s'entend, le Canadien prend tout l'espace, là, mais quand on parle soccer québécois, c'est plate parce que c'est un peu dans l'ombre. La semaine du soccer québécois, c'est incroyable. Vendredi, tu es allé au Supra, je sais pas combien vous êtes. Oui. Vous étiez, là. Quel spectacle. Hier, Saint-Laurent à l'Inter Toronto, qui est l'ancien York. OK, c'est un vol. OK, on a été dominé, puis le neveu à Eric Cantona a connu tout un match, mais c'est quand même une équipe semi-pro de Montréal qui s'en va l'emporter à Toronto. Les Roses qui s'en vont gagner à Toronto. CF Montréal qui gagne en championnat canadien. On s'y attendait mercredi, mais qui bat aussi Orlando de façon spectaculaire en fin de match. Quelle semaine pour le foot québécois. Quelle semaine. On va commencer par le CF Montréal qui l'a emporté 2-0 contre Orlando City SC. C'était samedi vers 16h30. C'était pas chaud encore une fois. Le maudit soleil qui tarde à faire son entrée ici à Montréal. C'était le Festival de la Tuque encore une fois. CF Montréal qui l'a emporté. On le mentionne 2-0. Début de Daniel Rios dans les arrêts de jeu grâce à un penalty top lucarne. Là où maman cache les biscuits et DDT, quel but à la 98e minute de jeu. On regarde le 11 partant là, sans trop de surprises. Il y avait quelques surprises puisque Jalen Neal n'était pas à 100%, ennuyé par un petit pépin. Le Gillier dans les buts, la défensive, Petrasso, Morales, Craig et David Bougaille. Les milieux de terrain, Longstaff, Piet, Loturi et les attaquants Jaime Owusu et Wiki Carmona. Max, un premier mot sur, disons, le 11 partant. On dirait que cette formule-là, mis à part peut-être un joueur, là, comme Daniel Rios était suspendu pour ce match-là, Brendan Craig a quand même bien fait avec notre ami Efrain Morales. On peut pas dire que Orlando a menacé tout le long de la rencontre. Selon moi, ça a été le match le plus accompli par les hommes de Philippe Lafroy dans cette rencontre-là. Es-tu d'accord avec moi? Ouais, ben c'est un match où la finition était pas au rendez-vous, fait qu'on restait sur notre fin pendant 90 minutes. C'est un match où le 11 partant, il n'y avait pas de temps de surprise. J'ai bien aimé Carmona à droite. Je pense que c'est plus efficace que Alger Escobar. Alger n'a pas ces qualités-là nécessairement. Opoku est encore un gars qui peut rentrer du banc, mais qui n'est pas un partant en MLS. Puis c'est correct. J'ai bien aimé Carmona. Touché beaucoup de ballons, eu beaucoup de chances de marquer, a délivré de superbes passes. Donc lui, j'ai aimé. Jalen Neal, ce qu'on nous a dit la journée même au stade, je pense qu'on a parlé aux mêmes personnes. C'est mineur pour l'instant. C'est un petit pépin. Puis on est conscient de la situation physique de Jalen Neal. On est conscient qu'il est un peu plus fragile. Fait qu'on prend pas de chance. On n'a pas de chance à prendre de toute façon. Il reste quelques matchs. Puis après ça, t'as un break de 2 mois, pas de match à cause de la Coupe du Monde. Donc, tu sais, on prendra pas de chance avec Jalen Neal. Je sais pas comment dire ça, mais je commence à être inquiet. Puis je veux pas être plate, là. OK. Je commence à être inquiet de Owusu Jaime. Ouais. Parce que quand, dans un match, ils se font 2-3 passes, où il y a quelque chose qui fonctionne ou qui combine, je me dis, bon, mon inquiétude n'a pas rapport. Mais là, tu regardes ce match-là, puis je pense que 3 fois, Jaime devrait recevoir le ballon, puis Owusu, il n'en voit pas. Puis de l'extérieur, parce que je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas avec les gars, mais je commence à me dire, hey, Owusu se sent challengé dans son statut de joueur offensif le plus important de l'équipe, puis il ne veut pas laisser cette place-là à Jaime. Mais si les gars ne combinent pas, il n'y a aucune chance qu'on achète Jaime, puis Jaime s'en va chez lui dans une semaine ou deux. Je commence à être inquiet pour ce duo-là. Tu as un excellent point. Je l'ai soulevé tout le long de la rencontre, même sur les réseaux sociaux. Tu as justement mis la photo ou tu as mis la vidéo de Ivan Jaime lorsqu'il se fait remplacer à la 75e minute environ. Moi, j'étais sur la galerie de presse et tout de suite, je me suis dit, OK, il va débarquer Jaime. Il débarque Jaime et là, tu vois un geste, on ne le voit pas à Apple TV. Tu vois Ivan Jaime, il dit, qui ça? Moi? Moi, là, je débarque, là. Ensuite, on le voit débarquer au profit. Je pense qu'on a fait rentrer Daniel Rios et tout ça, d'autres joueurs. Et Daniel Rios, il a marqué un très beau but, mais tu vois que
il n'y a pas vraiment de chimie entre Jaime et Owusu. Je sais que notre ami Nelton, il défend corps et âme, bec et ongle Ivan Jaime. Je dis, pourquoi tu continues à défendre ce gars-là? Non, mais il est bon. Pas... Il est bon. Il est bon. Moi, il est bon, mais il ne fait pas la différence. Oui, mais c'est la combinaison. Il n'y en aura pas d'autres à 5,5 millions. Si tu achètes ce gars-là, tu vis avec ça. C'est pas vrai que l'Impact va aller chercher 2 autres gars à 5,5 millions le prochain mercato. C'est Ivan Jaime, ça va être le visage de ton club. Moi, je dis non, merci. Il n'est pas assez dominant. Gave. Owusu, c'est le gars offensif de l'équipe. Tout le monde le sait et le club a dit haut et fort, c'est lui qui prend le brassard de capitaine. Après Piet, il y a tous les départs, donc c'est lui. Donc moi, ce que ça me dit, c'est si on achète un gars de 5,5 millions d'euros, il faut absolument que ce gars-là fit avec Owusu. Il faut que les deux combinent, il faut que ça clique et ça ne clique pas. Après ça, il est bon, Jaime. Il a peut-être pas de but et de passe, mais il crée des choses. Il a un talent que les autres n'ont pas. Il combinerait encore mieux si les gars à côté de lui savaient combiner à son niveau. Après ça, moi, ce qui m'inquiète pour Jaime, c'est que là, il reste, je crois, un match sur les 3 derniers qui peut jouer 45 minutes ou plus. Après ça, c'est activation automatique de la clause et je suis convaincu qu'on ne l'activera pas. Je suis allé fouiller puis j'avais oublié quelque chose. Je voulais t'en parler, Gav. Là. J'ai dit, je te le dirai pas au stade, mais le garder pour le podcast. Vas-y. Jaime, on oublie aussi son salaire. Ivan Jaime gagne 2 millions de dollars US. Et si jamais on l'achetait, on serait peut-être même obligé de renégocier ce contrat-là. Et on parle beaucoup du 5,5 millions d'euros pour l'acquérir, mais je me demande à quel point, si on additionne le salaire et la clause d'achat automatique, on envoie ça en dollars canadiens parce que les revenus du club sont beaucoup en dollars canadiens parce que c'est un stade Saputo où on vend des billets en canadien, des hot dogs en canadien, de la bière en canadien, etc., un parking en canadien. C'est beaucoup d'argent pour un duo qui, je le répète, m'inquiète. Je crois pas que ces deux gars-là combinent et s'entendent bien, autant en dehors du terrain que sur le terrain. Puis juste amener ça là, sur Jaime. J'ai filmé Jaime qui pitch la serviette puis il était en crise. Mais pourquoi j'ai pris mon téléphone puis j'ai zoomé, j'étais à l'autre bord, j'étais allé un peu au soleil parce qu'il faisait plus chaud au soleil. Là. C'est que quand il est sorti, après avoir dit qui, moi, puis tout, là, il marche, donne la main rapide à Philippe Lafroy et il arrive au banc puis il te sac un coup de pied dans le banc. Je l'ai pas pris parce que je n'étais pas en train de filmer. Fait que là, j'ai filmé après pour voir s'il allait avoir comme un séisme, une suite, comme un tremblement de terre. Il y a toujours un deuxième séisme. Et c'est là qu'il a lancé à la serviette. Mais son coup de pied dans le banc était pire. Et j'ai juste tapé Jaime frustration. Je me rends compte que j'avais déjà 2 vidéos d'Jaime frustré qui sort du banc, qui tape des bancs, qui pitch des gourdes, etc. C'est ça qui m'inquiète. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il aime Montréal. Je pense qu'il aime le nouveau coach. Je pense qu'il aime le collectif, tout. Mais j'ai pas l'impression qu'avec Owusu, ça peut cliquer. Il n'y a pas vraiment de chimie entre ces deux joueurs-là. La seule chimie qu'on a vue dans cette rencontre-là, c'est Wiki Carmona avec Prince Owusu. Lorsque Wiki il a glissé le ballon pour Prince et ensuite Prince, malheureusement, il a pris une touche de trop. Il a essayé de déjouer Maxime Crépeau. Il l'a déjoué, mais il n'a pas déjoué le défenseur. Encore une fois, Prince Owusu, il faut modérer nos attentes. C'est pas un gars de 20 buts par année. C'est un gars qui a un pied gauche correct. Il est gros, il se fait de l'espace. Mais c'est pas le gars le plus technique. En même temps, tu as gagné 2-0 sans Prince Owusu et Jaime sur le terrain. Il faut en prendre puis il faut en laisser. Tu sais, je pense pas que Jaime, demain matin, va devenir un meilleur joueur puis il va prendre une touche de moins parce que Philippe Lafroy, il dit. Je pense qu'il fait encore une fois, il est bon du centre du terrain à la boîte. Ensuite, ça se complique. Je me répète, mais j'ai vu la même chose que la semaine dernière, qu'il y a 2 semaines. Ivan Jaime n'est pas capable de faire la différence. Moi, je le dis, je passe. Je veux dire, les 2 gros investissements là, du CF Montréal depuis une couple d'années, c'est Hennady Sinchuk. Ça a été, bon, disons-le, un flop parce qu'il est toujours blessé. Puis même quand il était en santé, je pense pas qu'il avait le niveau pour venir jouer ici parce qu'il est très jeune, puis on va lui donner le temps, mais présentement, pas capable de faire la différence. Et Ivan Jaime, pour moi, c'est une grosse déception. Je m'attendais à une grosse signature, un joueur qu'on peut compter sur lui qui va faire la différence à chaque match. Et on voit qu'il n'y a pas de chimie. Je pense pas que Prince s'en va nulle part, là. Je pense que Prince va être là pour rester. C'est sûr. Et le CF Montréal a une patate chaude présentement. Est-ce qu'on enclenche l'option ou non? Selon moi, tu poses la question, je passe. Je passe, Max. En tout cas. Ouais, mais le problème, c'est que Sinchuk, mettons, tu l'achètes, là, c'est 3,4, 3,8 millions d'euros, peu importe.
Tu l'achètes, puis ça fonctionne, c'est un coup de circuit. Ça fonctionne pas, tu peux peut-être le revendre au même prix parce qu'il est tellement jeune, puis il est bon en U21. Tu peux peut-être le vendre à peine à perte. Je sais pas c'est quoi la nouvelle valeur de Sintchuk, mais il était tellement jeune que tu prends un risque qu'il tombera pas à zéro, sa valeur. Ivan Aimé, c'est un gars qui a déjà déçu. C'est un gars qui va avoir, je crois, 26 ans au mois de septembre. J'ai vérifié ce week-end. C'est pas des gars qui prennent souvent de la valeur, ou tu sais, ça arrive, mais c'est un gars que sa valeur, elle est sur la pente descendante. C'est un gars qui n'a pas atteint son pic, mais il y a du talent, il y a du potentiel, et ça m'amène à une réflexion. Aimé, là, Porto, ils ont essayé de le prêter à qui ou de le vendre. Personne n'a offert la lune. Faut comprendre que le CF Montréal a payé 250 000 € pour avoir 1 an de Ivan Aimé et il assumait le salaire en totalité ou en partie. J'imagine que c'est en totalité. Mais on l'a eu quasiment pas de frais de transfert pendant 1 an. On le teste et je pense que ça ne vaut pas 5,5 millions d'euros. On peut en jaser encore pendant des heures et des heures. Mais là, il va retourner à Porto. Porto va faire quoi avec Aimé? Ils vont essayer de le revendre. Il n'y a pas personne qui va payer 5,5 millions d'euros ou 10 millions d'euros. Ils vont essayer de leur prêter. Quelqu'un va encore peut-être offrir 250 000 € comme le CF Montréal l'a offert. Mon point, c'est qu'à quelque part, le CF Montréal peut dire « Moi, je suis prêt à aller à 2,5 ». Au début, ça a l'air cave, ça a l'air fou, tu as l'air complètement lunatique. Ben voyons donc, Ivan Aimé, il vient de là. Mais si tu regardes les 2 dernières années, ça fait 2 années où il ne produit pas, où il est décevant, etc. Peut-être qu'à un moment donné, Porto se dit, il reste 1 an de contrat ou 2, il faudrait aller voir. Je vais le vendre 2,5 tant qu'à rien avoir pas. Et c'est là que ça pourrait peut-être être intéressant. Mais ça revient à la maudite chimie qui n'est pas là entre Prince Owusu et Ivan Aimé. Et c'est cette crainte-là que j'ai de plus en plus match après match. As-tu aimé sa réaction après la rencontre? Au lieu d'aller fêter avec ses coéquipiers, ben là, tout d'un coup, tu sais, il se cachait la bouche avec un joueur d'Orlando, puis il placotait entre les deux. Tu iras voir ça sur Apple TV. Moi, ça m'a un petit peu fatigué. J'ai pas vu cette séquence-là. Moi, j'ai vu celle où il marche bras dans les bras avec Avilés, puis je comprends que c'est des hispanophones, puis ils ont une relation privilégiée, rapide, souvent de par la langue natale, etc. Mais il me semble que le gars sur qui tu ne te colles pas en ce moment chez le CF Montréal, c'est Thomas Avilés. Il est pas dans le 11, il est pas dans le 18, puis il était même pas dans le 20 contre une équipe semi-pro mercredi au Stade Saputo. Ce que j'entends, c'est Thomas Avilés. C'est pas beau, là. C'est pas un top coéquipier. C'est pas comme Cole Caulfield faire un lien hockey pendant qu'il marque pas. Ça reste un des meilleurs coéquipiers, etc. Thomas Avilés, c'est pas le gars sur qui je me collerais. Fait que je me demande c'est quoi la relation réelle Avilés-Aimé. En tout cas, présentement, je te dis, si on m'annonçait aujourd'hui que Ivan Aimé ne sera pas de retour avec le CF Montréal après la Coupe du Monde, premièrement, je ne chialerais pas et je me dirais qu'ils ont essayé et je blâmerais pas l'organisation pour dire écoute, je me suis dit, c'est pas comme un gars, il a des stats, 12 buts, 8 passes, puis c'est la chimie incroyable, puis on est trop cheap. Non, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y en a d'autres joueurs. Il va en avoir d'autres. Là, présentement, je me dis que si tu te commets envers ce joueur-là à 5,5, t'es pogné avec pour quelques années. Il faut que tu ailles en chercher, Gavino. C'est ça le point. Il y a d'autres joueurs, mais il faut que tu ailles en chercher. Tu peux pas dire, si mettons, là, tu dis à Ivan Aimé, bye, puis tu essaies 2, 2,5, ça marche pas, ou 3, peu importe, là, puis tu te retournes. Je veux pas qu'après la Coupe du Monde, on parte avec Noah Streit, puis Wiki Carmona, puis Alger Escobar. C'est une choc s'il peut guérir. Non, il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre. Il faut que tu ailles chercher d'autres joueurs. Ils sont pas si mauvais que ça, les Noah Streit, Wiki Carmona et tout ça. Je pense que c'est des joueurs quand même, tu peux compter sur eux autres. Un soir donné, ils peuvent faire la différence. Puis Wiki Carmona, tu l'as eu contre qui? JMR? Oui, ce trade-là, je veux dire, c'est une bonne transaction. En parlant d'une bonne transaction, on va y aller avec le côté positif. Là. Ouais. Matty Longstaff contre Jules-Anthony Vilsain. Ah oui. C'est un vol, ce trade-là? Non, mais sérieusement, 1 an après la transaction, 6 mois après la transaction, Matty Longstaff, il amène la Grinta, il débarque jamais. C'est quand même un joueur honnête, il est capable de jouer aussi bien défensivement qu'offensivement. Je veux dire, présentement, trouve-moi un meilleur joueur en 8 que Matty Longstaff dans l'organisation. Présentement, j'en vois pas. Et je commence à aimer ce joueur-là qui m'a fait mentir parce que je me disais qu'on n'était pas assez fort. Présentement, c'est un bon joueur MLS, Matty Longstaff. Mais tu changes tout. Philippe Lafroy débarque. Il enlève le man-to-man. Matty Longstaff était pogné à courir après le 8 de l'autre bord ou après des monstres ou après des gars ultra rapides puis aller marquer homme à homme tout le temps pendant le match. Puis quand il récupérait, il était déjà à côté de l'autre joueur, l'autre bord parce qu'il couvrait collé en défensive homme à homme.
C'était bien trop demandé à un gars comme Maddie Longstaff, qui est quand même petit, tu sais, je veux dire, c'est pas le plus rapide non plus. Là, tu lui donnes de l'espace, tu lui donnes une couverture zone, intelligence obligatoire, et quand il récupère, il y a de l'espace. Quand quelqu'un récupère, il peut être seul pour recevoir, et c'est un système qui lui va beaucoup mieux. Philippe Lafroy n'a pas réinventé le foot. Là, regarde le foot du CF Montréal. Simple, c'est mieux. C'est vraiment simple, le système de Philippe Lafroy, mais ça fonctionne en ce moment. 4 victoires, 1 défaite pour notre ami Philippe Lafroy. Toutes compétitions confondues. Il n'a pas encore perdu à domicile. Tu l'as même 4. Noté, là. Il est rendu à 3-4 victoires à domicile. 4 victoires. Le seul but que tu as accordé dans ces compétitions-là, dans ces matchs-là, c'est un contre son camp de Matty Longstaff. Je veux dire, présentement, là, je sais que j'ai lu sur les réseaux sociaux, partez pas en peur, c'est juste un petit échantillon, mais il coche toutes les cases, Max. Il coche toutes les cases. Si jamais on m'annonce après la Coupe du Monde que Philippe Lafroy ne sera pas de retour comme entraîneur-chef, je vous le dis, je ferme le podcast, puis c'est terminé, c'était ma dernière émission. Je comprendrai plus rien. Présentement, il est bon avec les médias, il est bon avec les joueurs. La bonne humeur est de retour. Les joueurs performent avec lui. Je veux dire, Samuel Piette, as-tu vu de l'air? Il était très bon, Samuel Piette, en fin de semaine. Il avait de l'air du Samuel Piette 2022 sous Wilfried Nancy. Il paraît très bien dans ce schéma-là, en avant de la défensive, en sentinelle. Je veux dire, il coche toutes les cases. Qu'est-ce qu'on attend pour le confirmer pour les saisons prochaines? Pour moi, là, c'est mon homme. Quand tu croises des gens au stade, que ce soit des employés, du sportif, du marketing, des ventes, des coms, tu croises les parents des joueurs, peu importe qui tu croises, il y a un genre de côté plus décomplexé, plus relax depuis que Philippe Lafroy est là. Quand Marco Donadel était là, et surtout à la fin, le match contre Philadelphie à Montréal, mais les derniers l'année passée, il y avait comme un malaise latent. Tout le monde était comme « Oh, je veux t'éviter, on s'évite tout, on veut pas, on sait pas quoi dire. » Il y avait comme quelque chose que là, c'est plus là. Philippe Lafroy a ramené du foot simple, a refait du Stade Saputo une forteresse où on n'a accordé qu'un seul but et c'était un contre son camp. On gagne des matchs à domicile. Je pars du stade heureux. Oui. Man, l'année passée, là, puis je suis pas tout seul. Puis je paye pas mes billets, tant mieux, heureusement. Je travaille fort, je paye mon gaz puis mon temps, mais je ne paye pas mes billets. Combien de monde paye des billets et sortait du stade semaine après semaine, déçu, fâché, frustré? C'est normal qu'après, ça se peut que tu ne renouvelles pas tes billets ou tu ne reviennes pas au stade. Là, c'est mon autre point. C'est redevenu une forteresse. Ouais. Le CF Montréal offre du jeu intéressant, c'est cohérent. On marque des buts. Ça prend plus de fans. 14 000, une journée comme samedi, c'est inacceptable. Même si le Canadien jouait vendredi, dimanche, il ne jouait pas samedi. Il faisait quand même beau. La tribune sud, il y avait beaucoup de soleil. Il ne faisait pas super chaud, mais beaucoup plus chaud que la tribune nord. Ne boudez pas le stade. Venez, vous n'aurez pas la même expérience que dans les 2 dernières saisons où je vous comprends. Vous étiez au stade. Vous partiez en vous disant, mais comment ça, j'ai dépassé 100$, 50$ pour ça? C'est plus la même chose. C'est terminé ce football-là, difficile à apprécier et à aimer. Là. La vibe est bonne, le spectacle s'en vient de mieux en mieux, de semaine en semaine. Mais en même temps, tu sais, est-ce que le marché de Montréal, c'est 20 000 spectateurs, puis tout le monde est en train de se cannibaliser entre le FC Supra, les Roses et le CF Montréal? Je ne crois pas, puis j'espère que non, parce qu'à 14 000, ça va être vraiment difficile de faire nos frais d'ici la fin de la saison. Mais je vous dis, là, le prochain match, c'est mercredi contre Portland à Montréal. C'est un mercredi soir. Je sais que ce ne sera pas évident vendre des billets. C'est le retour de 3 ex-joueurs de l'Impact de Montréal, Ariel Lasseter, James Pantemis et Kamal Miller. Portland a gagné 6-0 en fin de semaine contre pas Salt Lake City, mais Sporting Kansas City, probablement la pire équipe de la MLS cette saison. Mais je veux dire, écoute, il reste 3 matchs, je pense, avant la fin, avant le break de la Coupe du Monde. Il reste Portland, Chicago, puis je pense l'autre fin de semaine, le 23. Donc, écoute, CF Montréal, s'ils remportent ce match-là mercredi, je crois qu'ils reviennent à 12 points. Ils reviennent ils reviennent, je pense, à 15 points, quelque chose comme ça. Oui, exact. Ils reviennent dans la conversation. Oui, puis ils ont un match en main sur toutes les équipes alentour d'eux. En ce moment, ils sont 11e avec 12 points. Tu gagnes, tu tombes à 15, tu rattrapes New York, tu es 9e ou 10e selon les buts pour, buts contre, victoire, etc. C'est vraiment un gros match mercredi soir. Tu sais, en théorie, tu en remportes 2 sur 3 d'ici la pause et tu t'en vas en pause de la Coupe du Monde dans une place de série avec un début de saison désastreux. Et c'est même le mot est faible. Là. Et
sais, je regarde le match, là. Mettons, samedi, tu es au stade. Tu as 2 buts dans les arrêts de jeu. Tu as Petrasso qui rentre dans la boîte, qui s'en va chercher le péno. Oui. Tu as Rios qui marque un péno que Crépeau pourrait faire l'arrêt, même en sachant, il pourrait faire le geste, même en sachant exactement où Rios tire, puis pas l'arrêter tellement que c'est parfait comme tir de penalty. Tu as Dagger qui rentre puis qui marque quelques secondes après. S'en va célébrer, même si c'est dans son ancien club, parce qu'il y a tellement d'émotions. Lui, il s'entraîne comme un pro. Le premier sur le terrain, le dernier à sortir, le premier au centre Nutrilait, le dernier à partir. Ses coéquipiers l'apprécient de l'expérience, puis il ferme sa gueule, puis il fait ce qu'il a à faire. Très beau but. Ça m'a fait rire. Ouais, très. En plus, une espèce de beau but. Deuxième touche de balle. Deuxième touche. Un contrôle voilà. au deuxième poteau, petit filet au sol. Ça m'a fait rire quand il a dit... j'ai célébré, mais je m'en souviens pas. Hey, dude, t'as eu le temps de célébrer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois avec les coéquipiers. Puis là, à un moment donné, l'adrénaline descend, puis tu te mets à faire l'avion tranquillement. C'est correct. Non. Et dis-moi pas que tu te souviens pas avoir célébré, le gros, sinon, il faut qu'on fasse des tests sur le cerveau. Très grosse victoire. Max, le temps file. Le FC Supra qui l'emporte 3-1 dans le cadre du championnat canadien contre une équipe semi-pro, Woodbridge SC. Bon, j'étais là. C'est quand même 3 buts sans riposte. Du Supra, on peut regarder les marqueurs, là, Abzi sur pénalty à la 16e minute, Sissoko à la 41e et David Chouanière à la 78e minute. Faut dire que sur papier, oui, le FC Supra était la meilleure rencontre. On peut regarder, là, Nick Rezaghi a mis pas mal son 11 partant type là, en CPL, mis à part Loïc Kouemi qui était pas à 100%. Il a embarqué à la 73e minute de jeu et il a soulevé tout le monde de son banc lorsqu'il est arrivé. Il est vraiment bon techniquement. C'est Alexandre Marcoux qui avait le départ comme numéro 9. Quand même une belle victoire de 3-1. C'est sûr que le Canadien jouait en même temps. Le Supra avait devancé son match à 18h pour avoir le plus de sièges possible. Moi, j'estime la foule entre 500 et 1000 personnes. Mais quand même, il faisait encore froid. C'était vendredi soir. C'était le Festival de la Tuque et des gants. J'espère que ça va se réchauffer. Mais le Supra qui a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire procéder à la victoire et jouer je pense qu'ils vont jouer contre Hamilton mercredi à 11h le matin. Ça, on retourne en championnat de la CPL. Là. Il y a beaucoup de choses à faire. Les maudites games à 11h le matin. Parle-en au CF Montréal. Là. Tu te lèves, tu déjeunes, puis tu joues. Là. Parle-moi de la petite victoire du Supra de 3-1 contre l'équipe Woodbridge. Zéro surprise, mais en même temps... Il en arrive des surprises. Puis Saint-Laurent a fait une surprise hier. Un semi-pro qui a battu l'Inter-Toronto à Toronto. Donc, ça arrive des surprises. Le Supra s'est pas fait prendre à ce jeu-là. A dominé et a gagné le match 3-1. Je retiens quelques petits trucs. Vraiment, Abzi, je le dis depuis le début que je l'ai vu en camp d'entraînement, il est exceptionnel. Il est vraiment sur un autre niveau. Il l'a démontré encore, pas juste avec son péno, mais avec tout son jeu. Je retiens Loïc Kouemi, qui est un joueur de futsal freestyle qui joue en CPL et que ça fonctionne. C'est sûr que des fois, Nick Rezaghi doit capoter, avoir la prise de décision de Kouemi, mais quand ça fonctionne, c'est magique et on veut un spectacle et ça fonctionne. Et il choisit aussi le moment et l'endroit sur le terrain. Il le fait en zone 4 puis il le fait en fin de match quand tu mènes. Il le fait pas en zone 1 quand tu tires de l'arrière. Fait que, c'est pas un cave, là, Kouemi, mais il est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Et je retiens les premières minutes d'Alexander Makarova, qui a même été d'un petit pont là, sur le côté. L'image se promène sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui joue contre mon fils en U17. Il a joué il y a 2 semaines contre mon fils. C'est spécial de le voir sur un terrain de U17. Et là, 2 semaines après, tu le vois sur un terrain de CPL contre semi-pro en championnat canadien. C'est le fun de voir le jeune talent fleurir. Et il y en a du talent. Makarova, il est bon. Mais les parcs au Québec sont remplis de joueurs qui n'attendent qu'une chance comme ça. Et c'est ça la mission du Supra. C'est pour ça que ça fonctionne puis ça va continuer de fonctionner. On fait rayonner le talent québécois. Saint-Laurent fait rayonner le talent québécois quand ils s'en vont gagner contre des CPL 2 fois en quelques années. Le CF Montréal doit trouver un moyen de faire rayonner encore plus le talent québécois parce qu'il y en a du talent au Québec puis on le voit là. Et j'ai hâte de voir le match contre le Forge. À noter, c'est à 11h le matin, mercredi. Supra qui a quand même fait des bons résultats depuis le début de la saison. 2 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites, c'est contre ceux qui se sont rendus en finale l'année passée, Atlético et Cavalry, mais ils ont juste perdu par 1 but. Là, tu affrontes le Forge Hamilton. David Chouanière va être motivé puisqu'il va jouer contre son ancienne équipe. En tout cas, à noter, on va regarder ça à 11h le matin. Tu l'as mentionné, l'équipe semi-pro Saint-Laurent qui s'en va à affronter l'Inter-Toronto, un club de la CPL, et cause une surprise, victoire de 1-0. Tu l'as dit, il y a des surprises. Parce que le Toronto FC a perdu cette semaine 3-1 contre l'Atlético Ottawa. Un tour de chapeau de notre ami
Anthony Balou-Tabla. Ça doit être vraiment incroyable pour Saint-Laurent. Puis j'ai écouté le match et l'après-match. Je veux dire, la relève probablement est assurée pour le Supra, parce qu'il y a des joueurs là-dedans, là, très bons techniquement, et éventuellement, s'il y a des blessures, Rocco va aller piger avec Saint-Laurent. Il va aller chercher des joueurs là-bas, c'est sûr. Ouais, que ça soit là, peut-être dans le prochain mercato, ça peut être dans l'entre-saison. Il y en a plein qui s'en vont jouer à Saint-Laurent en sachant que c'est un peu comme le club école du Supra. Fait que, on se fait voir. Eux, il faut comprendre, ils ont changé de coach juste avant le début de la saison. C'est Shaq qui était à RDP dans Ligue 2, qui est allé là en Ligue 1. Il arrive, il ne connaît pas trop les joueurs, il en amène 2-3 avec lui. Au début, la colle pogne pas tout de suite. Je pense que c'est 2 matchs nuls pour commencer leur championnat Ligue 1 Québec. Mais depuis, il y a de quoi qui se passe. On avait joué des meilleurs matchs en Ligue 1 et on s'en va éliminer un club de CPL. C'est exceptionnel. Et si tu regardes le calendrier du championnat canadien, là, le 8 juillet, là, le CF Montréal va jouer à Vancouver. Saint-Lô joue à domicile, je pense que c'est à Claude Robillard. Puis Supra va jouer à domicile, ça devrait être au Stade Boréal. C'est 3 matchs la même journée en championnat canadien, 3 équipes québécoises. Écoute, on est gâtés. Puis là, le Canadien ne jouera plus au mois de juillet, fait qu'il n'y aura plus d'excuses de un Canadien, centre belle, télé, party, rassemblement. C'est vrai. Non, ça va être une grosse journée de soccer. Marché des joueurs autonomes. Rapidement, j'ai rencontré Mauro Biello, l'assistant-entraîneur de Team Canada, justement vendredi dernier au stade de Boréal. Puis on a jasé d'un petit peu de ce qui se passait avec Alphonso Davies. La même journée, on apprenait qu'Alphonso Davies allait manquer l'action pendant 4 à 5 semaines. Lui qui s'est blessé dans le match contre Paris Saint-Germain. Tu sais, il est un petit peu déçu parce qu'il dit, écoute, on a tellement de blessures présentement avec le Canada. Tu sais, je te donne des joueurs. Alphonso Davies, 4 à 5 semaines. Promise David, qui allait très bien en Belgique. Un attaquant de pointe, blessé également. Moïse Bombito, blessé. Richie Laria, blessé. Ça, c'est la doublure de Alphonso Davies lorsque Davies ne joue pas. Même chose pour Ali Ahmed qui s'est blessé. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs clés ou de profondeur qui sont blessés avec le Canada. Puis je te le dis, ça va être un game time decision. Tellement dommage puisqu'on regarde le groupe du Canada, puis on se dit, avec tout le monde en santé, on pourrait causer une surprise et se qualifier pour la prochaine ronde rapidement. Là. Max, parle-moi des blessures du côté du Canada. Est-ce que ça t'inquiète? Ça m'inquiète, mais au pire, je regarderai. C'est quoi, là? Kazakhstan-Vatican, le match de. Ah, oui! Très bon. Mais c'est inquiétant. En même temps, on va attendre, on va voir. Il y en a. Tu sais, peut-être Davies, c'est parce que Davies, c'est la même blessure un peu. Là, c'est encore les ischios. Là, ça semble être ça. Fait que, ça m'inquiète un peu plus. En même temps, des blessures, il y en a dans toutes les équipes. On verra, ça sera quoi le 11, le premier match. On va être patient, on va espérer. C'est juste plate parce que ces blessures-là qui arrivent à un autre moment, c'est moins grave. Là, c'est si tout le monde est blessé, tout le monde. S'il y a beaucoup de blessures à la Coupe du Monde, l'équipe, c'est plate pour l'équipe. 2, c'est plate pour les athlètes. Ils se préparent pour ça, puis ils ne peuvent pas y participer. 3, c'est plate pour les partisans, les gens qui vont payer une fortune pour voir ces matchs-là. Pour le foot canadien au complet, le timing il est mauvais, malheureusement. 1 minute sur les Roses de Montréal qui l'ont emporté en fin de semaine à Toronto, victoire de 1-0. Les Roses qui sont premières dans le classement, 3 matchs, 3 victoires, aucune défaite, 7 buts marqués, aucun concédé. Ça va super bien de ce côté-là. Je veux dire, est-ce que tu as regardé un petit peu la rencontre? C'était à Toronto, devant une foule quand même, disons, très timide. Ah ouais, au BMO Stadium, j'ai regardé les highlights. J'ai regardé le premier match, puis les 2 autres, j'ai regardé les faits saillants de la rencontre. Ouais. C'est le fun de voir. J'ai parlé avec Robert Ozutoyu. C'était au premier match du Supra au Sepsum. Robert a coaché mon fils dans une autre vie avant d'être big shot. Mais non, j'ai jasé avec Robert, puis il me disait qu'il y avait une bien meilleure équipe. Il croyait beaucoup à son équipe. Il espérait que le jeu allait coller parce que t'as beau être bon à l'entraînement ou en préparation ou au camp, ça ne veut rien dire quand la saison commence. Souvent, c'est l'inverse. Beaucoup de beaux jeux. De la finition, ce qu'on avait moins l'année passée parce que dominer compte pas au foot. Si tu ne termines pas tes occasions, tu ne gagnes pas. Fait que ça, c'est là. Puis la chose, puis c'est pas lui qui m'en a parlé, c'est moi qui fouillais. Robert, je pense que c'est sa dernière année de contrat. Okay. Et il n'a pas été prolongé. Donc, visiblement, on l'analyse ou on étudie la possibilité de le prolonger ou pas. Donc, lui, il joue un contrat en ce moment. 7 buts pour, aucun but contre, 3 victoires pour commencer la saison. J'espère que Marinette Pichon aura les bonnes... pèsera sur les bons boutons. Dernier point, le Canadien de Montréal qui attire toute l'attention. Écoute, une autre victoire contre les Sabres de Buffalo hier par la marque de 5-2. Tellement de choses à dire, mais on a peut-être 1 minute pour faire le tour. Je veux dire, j'ai 52 ans. Je pense que
j'ai jamais trippé autant que ça. Regardez, le Canadien, c'est une équipe rapide, une équipe jeune, une équipe baveuse également, une équipe robuste. On se laisse pas piler sur les pieds, même lorsque on ramasse Dobèche avec une mise en échec percutante. On voit tout de suite les joueurs qui ont pas peur de se salir le museau et de dropper comme Zach Bolduc. Tellement de belles histoires. J'espère que ça va continuer. J'espère que le Canadien va remporter le match numéro 4 à domicile. Si on s'est vu au casino la semaine dernière, ambiance de feu. Là, je veux juste comme remercier tous mes collègues au casino qui se sont virés sur un scène. Ils ont dit il y a quelque chose à faire avec le Canadien. Venez au casino, venez de bonne heure. Je vous le dis, it's the place to be. C'est le fun, ça coûte pas cher, l'ambiance est bonne. Max, parle-moi du Canadien qui, tout simplement, là, c'est on ouvre la radio, on ouvre la télé, c'est Canadien 24/7. Mais c'est fou parce que quand on perd un match, dans les coulisses, on perd peut-être 40% de trafic de ce qu'on aurait d'habitude. Quand on perd, les gens ne veulent pas en entendre parler. Les gens, ils ont comme vu leur match, ils ont leur déception, puis ils s'en vont faire leur deuil de leur côté. Là, quand le Canadien gagne, ça explose, Gavino. Hier soir, on avait 3 fois plus de gens dans les coulisses qu'on en a en temps normal après la victoire parce que les gens ont le goût de continuer dans le bon vibe qu'ils ont. Les histoires sont belles. Newhook, Dax, c'est des rédemptions. Dobèche, c'est incroyable. L'année passée, il est venu en relève en série, puis on avait zéro confiance en lui. Puis un an après, c'est lui qui a le filet, puis c'est lui qui fait toute la job. Zachary Bolduc, c'est le fun parce qu'on voit sa vraie identité. Moi, j'ai zéro peur des Sabres. Je l'ai dit même pendant le premier match qu'on a perdu, j'ai pas peur de cette équipe-là. Ça ressemble à du hockey de saison régulière au lieu d'être de l'anti-hockey de série du Lightning / Devils de New Jersey de l'époque. Et du jeu ouvert, on a du talent, puis on est capable d'être bon. Le Canadien est capable de produire dans ces conditions-là. La seule chose, c'est tentons de ne pas trop tomber dans la violence gratuite. Jack Eye, une droite stupide, même si on l'aime, je l'aime, là, puis on peut tout l'applaudir, mais c'est stupide, c'est dangereux. Mais juste avant, il y avait eu les mêmes gestes sur Dobèche, c'est Malenstein qui rentre, qui n'a même pas essayé de breaker, qui rentre dedans, puis tu as Stanley puis Josh Norris qui frappent à 2 Zachary Bolduc. Fait que c'est des deux côtés. Tombons pas dans cette extrême violence-là, restons au hockey. On tombe là-dedans à 100%. C'est ça que les gens veulent, Max. Je m'excuse, là. Non, je m'excuse. Non, je m'excuse, là. Mais combien de fois qu'on a tendu l'autre joue puis ça nous a amené nulle part? Ouais, mais c'est au ref à faire la job. T'as raison. Souviens-tu du fameux team concept de Jacques Martin, le team toughness? Ben écoute, on se faisait sortir. Là, pourquoi pas? Nous sommes l'agresseur, on a les baveux. As-tu vu lorsque Dobèche, après chaque sifflet, il parle à l'autre banc, il parle à l'arbitre. Je veux dire, et s'il est capable de répondre avec ses performances, tant mieux. Même Martin Saint-Louis l'a dit dans le point de presse. Garde, il fait un job, laissez-le tranquille. Tant mieux, j'aime ça, le swag. On est bon, on est jeune, puis on sait qu'on est meilleur que vous autres. Il faut que la LNH mette ses culottes pareil. George Parros, Gary Bettman, mettez vos culottes. Hey Gab, je m'en vais, mais j'ai 2 trucs. Non, j'ai 2 trucs avant de partir. Vas-y. Le premier, je m'en vais à l'entraînement du CF Montréal, donc je regarderai Aviles, c'est quoi son rôle dans ce groupe-là? Sunusi, il n'est plus sur la liste des blessés, donc théoriquement, en théorie, il devrait s'entraîner avec le groupe. Je te le rapporterai sur X tantôt. Jalen Neal, es-tu avec le groupe ou pas? Sa blessure, est-tu assez mineure pour qu'il puisse s'entraîner avec le groupe ou non? Ivan Aimé, dans quel état d'esprit il est? Et je termine avec une question quiz pour tes yeux et tes bonnes lunettes, Gavino. Qui portait le brassard de capitaine en fin de match samedi? Chez le CF Montréal, quand Piet était plus là et Owusu était plus là. Je pense que c'est Daniel Rios, ça se peut-tu? Non. OK. Tu nous as parlé tantôt, il est bon, tu as dit que c'est peut-être un vol dans une transaction. Matty Longstaff. Matty Longstaff. Quelle surprise quand même. Bon vrai, quelle surprise. On te surveille sur ton compte X, Max Truman, pour les dernières nouvelles sur le CF Montréal. Tu vas nous faire un compte rendu cet après-midi et je vais sûrement le partager. Au nom de Maxime Truman, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast IMFC Radio pour justement pour parler soccer propulsé par leschumps.com. Salut Max. Bonne journée. Ciao.